Nicole Jones, une mamie sans histoire, a été victime du duo meurtrier le plus improbable qui soit. Son fils, qui est un prédateur sexuel, en compagnie de sa petite amie mineure. Je vais vous raconter leur histoire. Nicole Jones est une femme de 53 ans qui vit dans le village de Sylvania en Ohio aux États-Unis. Sylvania, ça vient du latin sylvan qui signifie forêt, puisque le village est très vert et avant que les villes ne se construisent dans la région, eh bien c'était couvert de forêts très denses. C'est donc un joli endroit où il fait bon vivre et Nicole, qui a passé toute sa vie dans la région, y est très attachée. Nicole, que ses proches surnomment Néné ou encore Nikki, a 3 enfants qui sont tous adultes au moment des faits, mais elle reste très très proche de sa famille, donc de ses enfants, mais également de ses parents, ainsi que de son frère, sa sœur et ses neveux et nièces. Elle a 3 nièces et un neveu. Nicole, c'est une femme heureuse qui croque la vie à pleines dents. Elle aime construire dans son jardin des petites maisons de fées. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait en France, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est assez répandu. Les gens vont fabriquer comme des petits jardins pour les fées dans leur jardin. Donc ils vont mettre des petites maisons, des petits abris, des petits panneaux, enfin voilà, comme des petits endroits miniatures pour les fées. Et donc Nicole adore faire ça dans son jardin pour faire plaisir à ses nièces et à son neveu. Nicole est également une bonne vivante puisqu'elle adore boire des Bloody Marys ainsi que cuisiner. Elle cuisine tout particulièrement des recettes familiales qui se transmettent de génération en génération. Et à Noël, elle aime bien réunir tout le monde pour faire des cookies tous ensemble. Nicole, finalement, c'est une femme qui adore les petits plaisirs de la vie, comme faire ses mots croisés le matin en buvant son café, ou encore écouter de la musique en voiture. Elle est d'ailleurs particulièrement fan de Prince et de Bon Jovi. Et puis, elle peut profiter de ces plaisirs-là pleinement depuis quelques années, puisqu'elle est à la retraite, après avoir travaillé toute sa vie comme phlébotomiste dans un hôpital de Toledo. Alors, phlébotomiste, je ne connaissais pas ce métier, mais en gros, c'est une infirmière qui est spécialisée dans les prises de sang. Donc, elle fait les prises de sang et ensuite, elle s'occupe du traitement des échantillons de sang. Nicole est une femme que ses proches décrivent comme quelqu'un de gentil, d'aimant, quelqu'un qui aime prendre soin des autres. C'est le rayon de soleil de sa famille. Elle les aime et ils l'aiment en retour. Et d'ailleurs, en parlant de sa famille, ça fait déjà quelques années que le fils de Nicole, qui s'appelle Jonathan, est revenu vivre à la maison. Alors Jonathan a 32 ans, c'est un ancien militaire, il a travaillé dans l'armée de 2009 à 2013 et en 2011, il a fait l'Afghanistan. C'est une expérience qui a été complètement traumatisante pour Jonathan, on imagine qu'il y a vécu l'horreur, il a vu et sûrement également fait des choses terribles pendant qu'il était là-bas et ça l'a complètement traumatisé. Il a également subi une grave blessure à la tête là-bas en Afghanistan et depuis qu'il est revenu, eh bien, il ne va vraiment pas bien du tout. Il souffre de dépression et d'un syndrome de stress post-traumatique. Cependant, Jonathan a un traitement pour ses maladies. Ce traitement lui a permis de vivre une vie, on va dire, semi-normale, en tout cas pendant un temps, puisque Jonathan a été marié, il a eu 2 enfants. Malheureusement, cette union s'est terminée, il a divorcé et il ne voit pas ses 2 enfants, il n'en a pas la garde, puisqu'ils vivent avec leur mère au Kansas. C'est comme ça que Jonathan, après sa rupture, s'est retrouvé à retourner vivre chez sa maman qui prend soin de lui financièrement et émotionnellement. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de le soutenir, de l'accompagner. Elle veut qu'il mène une vie normale, elle veut qu'il soit intégré à la société, elle veut qu'il arrive à s'en sortir par ses propres moyens. Malheureusement, c'est compliqué pour Jonathan. Il a été reconnu handicapé par le gouvernement américain et il a beaucoup de mal à garder un emploi. Il ne reste jamais très longtemps dans les entreprises dans lesquelles il a été embauché. Bon, en soi, à part ça, Jonathan et Nicole mènent une vie tranquille, une vie normale dans le joli village de Sylvania quand le 5 mai 2023, la police reçoit un appel inquiétant. C'est un proche de Nicole qui les appelle en leur expliquant qu'il est très inquiet parce qu'il n'a pas de ses nouvelles depuis déjà
un moment, elle ne répond pas au téléphone et il demande donc aux policiers s'il est possible de passer chez elle pour tout simplement vérifier si tout va bien. Les policiers arrivent rapidement sur place, ils font le tour de la maison, ils discutent un peu avec les voisins et en fait très rapidement ils se rendent compte que quelque chose d'étrange s'est produit, puisqu'il n'y a absolument aucune trace de Nicole chez elle. Le courrier s'est entassé dans la boîte aux lettres, elle n'a pas relevé le courrier depuis déjà au moins une semaine, les colis se sont entassés devant sa porte d'entrée, et ses voisins ne l'ont pas vue depuis un bon moment non plus. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que son fils, Jonathan, a également disparu. Les voisins de Nicole expliquent aux policiers que Jonathan vivait avec Nicole, mais lui non plus n'est pas dans la maison. Or, Jonathan est recherché par la police. Jonathan, au moment de la disparition de sa maman, avait un bracelet électronique et il avait rendez-vous au tribunal pour connaître sa peine le 4 mai, soit la veille de l'arrivée de la police à son domicile. Or, Jonathan ne s'est pas présenté au tribunal et il a retiré son bracelet électronique. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il avait rendez-vous au tribunal? Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, Jonathan était un prédateur sexuel. Jonathan, du haut de ses 32 ans, était en couple avec une adolescente de 16 ans. Et cette adolescente de 16 ans a également disparu. Caitlin Coons a 16 ans en 2023. C'est une jeune fille qui a eu une vie absolument abominable puisqu'alors qu'elle n'était qu'un bébé, elle a été retirée à ses parents et placée en famille d'accueil. On ne connaît pas les détails de ce qu'elle a vécu, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a vécu des horreurs dans les différentes familles d'accueil l'ayant recueillie et Caitlin Coons a de nombreuses fugues à son actif. Elle a essayé à plusieurs reprises de fuir ses tortionnaires, mais à chaque fois, elle a été ramenée dans le système. Au moment des faits, Caitlin loge dans un foyer de la ville de Canton. C'est sûrement à cause de tous ces traumatismes que Caitlin s'est mise en quête du grand amour auprès d'hommes beaucoup plus âgés qu'elle. Elle traîne sur les sites de rencontres et elle cherche la perle rare. Évidemment, elle ne tombe que sur des prédateurs sexuels qui profitent de la situation, qui profitent du fait que Caitlin soit fragile. Ils n'ont absolument aucune honte à coucher avec une gamine qui est clairement traumatisée, qui a des troubles alimentaires et en plus une addiction à la drogue. C'est comme ça qu'en 2022, Caitlin tombe sur le profil de Jonathan et tous les deux se plaisent beaucoup. Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre qui s'appelle Mingle2 et Caitlin a été touchée par Jonathan, par sa gentillesse. Elle trouvait qu'il s'occupait très bien d'elle, qu'il était attentionné, que ça changeait des autres hommes, puisque sûrement que les autres ne voulaient qu'une seule chose. On imagine bien qu'un prédateur avec une petite adolescente ne cherche pas le grand amour, mais plutôt à profiter de la situation. Or, Jonathan, apparemment, la traitait avec beaucoup plus de respect et de gentillesse que les autres, donc ça lui a beaucoup plu. Cependant, quelques semaines seulement après le début de leur relation, Jonathan est arrêté. Il est arrêté tout simplement parce que c'est interdit d'avoir une relation avec une mineure, c'est complètement interdit par les lois américaines, mais en plus de ça, il a également enfreint d'autres lois. Il est accusé d'avoir aidé Caitlin à fuguer, puisqu'il l'a aidée, il est venu la chercher en fait dans une clinique dans laquelle elle était hospitalisée pour la déposer dans un hôtel. Il a également donné de l'alcool à Caitlin alors qu'aux États-Unis c'est interdit au moins de 21 ans. Et pour finir, il est accusé de mise en danger de la vie d'un mineur et de traite d'êtres humains parce qu'il a pris des photos et des vidéos à caractère sexuel de Caitlin et il a plus particulièrement filmé leurs ébats. Jonathan plaide coupable et en attendant son procès, on lui met un bracelet électronique. Il est donc libre, mais il y a des conditions, attention bien sûr. Il a interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et plus particulièrement avec Caitlin Coons, et il a également interdiction de se connecter à Internet. Cependant, Jonathan ne respecte pas ce qui a été décidé au tribunal puisqu'il reste en contact avec Caitlin. Bien évidemment, sa maman Nicole n'approuve
pas du tout sa relation avec Caitlyn. Je pense que n'importe quelle personne sensée n'approuverait pas cette relation, hein. Mais là, en plus, son fils a des problèmes avec la justice, il est en liberté conditionnelle, il risque une peine de prison, il faut qu'il se tienne à carreau. Donc Nicole lui demande de ne plus voir Caitlyn, de respecter cette décision du tribunal. Elle veut absolument qu'il coupe les ponts avec cette adolescente afin de ne pas aggraver son cas. Cependant, Jonathan et Caitlyn ne l'entendent pas de cette oreille, hein. Ils comptent bien poursuivre leur relation comme si de rien n'était, et Jonathan propose même à Caitlyn de se revoir. Il lui propose de fuguer et de venir loger quelque temps chez lui et sa mère. Alors Caitlyn accepte, elle fugue de son foyer de Canton. Jonathan passe la chercher dans un restaurant et il la ramène chez lui en lui disant par contre qu'il ne faut pas que sa mère sache qu'elle est là. Donc Caitlyn passe discrètement par la fenêtre de sa chambre et ils ont prévu qu'elle reste cachée là. Cependant, Caitlyn lâche une bombe. Elle donne un ultimatum à Jonathan. Elle lui donne 5 heures et pas 1 minute de plus pour tuer sa mère. Tout ça parce que celle-ci, à ses yeux, leur met des bâtons dans les roues. Alors Jonathan, au départ, évidemment, refuse, il lui dit qu'il en est hors de question, mais Caitlyn insiste, elle fait tout pour le convaincre, elle propose même généreusement de prolonger le délai de 5 heures qu'elle lui a donné à la base, et je vous rappelle qu'à ce stade, Nicole ne sait même pas que Caitlyn se trouve dans sa maison. Donc ils sont tous les deux dans la chambre de Jonathan en train de discuter de son meurtre, pendant qu'elle est en train de faire sa vie tranquillement sans savoir ce qui se trame. On ne sait pas exactement qui a fait quoi, mais ce qui est sûr, c'est que Nicole a été lâchement assassinée puisqu'ils ont attendu qu'elle soit de dos dans la cuisine en train de chercher quelque chose dans le frigo pour l'étrangler par derrière et ensuite, alors qu'elle était au sol, ils lui ont frappé la tête à plusieurs reprises avec une grosse pierre jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Nicole, qui n'avait absolument rien fait de mal, est morte, tuée par son propre fils. Un garçon qu'elle avait porté pendant 9 mois, qu'elle avait ensuite mis au monde, élevé, qu'elle a aimé, et alors qu'il avait plus de 30 ans, qu'il était en âge de se débrouiller, Nicole continuait à lui fournir gîte et couvert, à tout faire pour l'aider, et c'est comme ça qu'il l'a remercié. Jonathan aurait très bien pu se débrouiller, il n'avait qu'à prendre un appartement et recevoir sa copine mineure là-bas, mais non, il a préféré tuer sa mère. La scène de crime est très sanglante, donc Jonathan et Caitlyn décident de la nettoyer. Ils n'ont pas ce qu'il faut, donc ils vont d'abord faire quelques courses, ils se rendent dans plusieurs magasins, ils achètent notamment une bâche, des sacs poubelles, une serpillière et de la javel, puis ils rentrent à la maison et ils procèdent au nettoyage de la cuisine. Ils enroulent le corps de Nicole dans une bâche et ils le placent dans le coffre de sa propre voiture. Jonathan et Caitlyn n'ayant pas de voiture, ils sont contraints d'utiliser celle de Nicole. Donc ils prennent la voiture de Nicole alors qu'il y a son corps dans le coffre pour se rendre tranquillement dans un fast-food afin de dîner en tête-à-tête. Je suis toujours fascinée par ces tueurs qui ont de l'appétit dans une telle situation. Alors j'imagine que commettre un meurtre et faire un grand ménage, ça demande de l'énergie, on a peut-être faim, mais quand même, comment tu peux penser à manger ? Et finalement, je remarque que c'est assez courant, ça arrive souvent qu'ils mangent, parfois même à côté du corps. Et une fois rassasiés, Jonathan et Caitlyn décident de se débarrasser du corps. Donc ils se rendent au niveau d'un immeuble dans lequel Jonathan habitait dans le passé et ils jettent le corps de Nicole dans la benne à ordures de l'immeuble, donc une grande benne à ordures. Ensuite, ils partent en cavale et ils filent droit vers le Mexique. En chemin, pendant la cavale, Jonathan retire son bracelet électronique. Un bracelet électronique, ça permet de pister quelqu'un, il y a un GPS dessus. Donc voilà, forcément, il vaut mieux qu'il l'enlève s'il ne veut pas qu'on le retrouve. Un petit rappel des dates, Jonathan et Caitlyn se sont retrouvés le 18 avril, ils commettent le meurtre le 19 avril et la police est appelée pour la disparition de Nicole le 5 mai. Donc il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé et finalement au moment où la police commence son enquête, Caitlyn et Jonathan sont déjà loin. Les policiers suspectent rapidement un meurtre, déjà parce qu'ils ont trouvé des gouttes de sang appartenant à Nicole dans la cuisine, apparemment le ménage n'avait pas été très bien fait, et puis également parce qu'ils peuvent, grâce au bracelet électronique, retracer les premiers mouvements de Jonathan
avant qu'il retire le bracelet. Donc il voit que ce monsieur s'est rendu dans plusieurs magasins, il voit les achats qu'il y a fait. Forcément, c'est très suspect, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ce qui s'est passé quand on voit que quelqu'un achète des produits ménagers, qu'il retourne chez lui et qu'ensuite il se rend au niveau d'une benne à ordures avant de tracer dans la voiture de sa mère. Par contre, ils ne comprennent pas vraiment quel rôle a bien pu jouer Caitlin dans cette affaire, puisqu'à leurs yeux, à ce moment-là, ce n'est qu'une gamine fugueuse qui a été victime de Jonathan dans le passé. Donc ils se disent qu'il est possible que Jonathan l'ait enlevée, qu'il soit parti avec elle au Mexique. Ils ne savent pas bien ce qui s'est passé exactement, mais ils décident de se renseigner. Donc ils appellent les policiers de Canton, puisque les policiers de Canton sont à la recherche de Caitlin depuis le 18 avril, date à laquelle elle a fugué. Donc c'est un incident qui est considéré à ce moment-là comme différent. Eux, ils cherchent Caitlin, ils ne savent pas du tout qu'elle est avec Jonathan ou quoi que ce soit. Mais ils disent donc aux policiers de Sylvania que Caitlin, depuis qu'elle a disparu, a envoyé un message très inquiétant à un de ses éducateurs. Et dans ce message, elle dit qu'elle est dans une situation très compliquée, qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, puisqu'elle vient de commettre 2 meurtres et de brûler une maison. Alors, les policiers sont vraiment choqués d'apprendre ça. Bon, à leur connaissance, il n'y a qu'un meurtre et pas de maison brûlée, donc ils ne savent pas si elle dit la vérité, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le genre de message qu'on envoie quand on est une victime. Elle a plutôt l'air d'être impliquée dans le meurtre de Nicole. Et puis Caitlin agit de manière très suspecte puisqu'elle se met à publier des messages sur Facebook dans le but de mettre la police sur une fausse piste. Mais ils ne sont pas dupes. Je suis pas en cavale, alors arrêtez de dire ça. Je suis littéralement en Ohio. J'ai bientôt 18 ans et je suis seule. Je connais personne qui s'appelle Johnton. J'ai changé. Je suis plus comme avant. Je vais très bien. Et vous dites que je me suis enfuie alors que c'est faux. S'il vous plaît, arrêtez de mentir. S'il vous plaît. Oh, j'essaye juste de profiter de la vie et voilà ce qui m'arrive. Allez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Je suis en Ohio, j'ai pas disparu. Ensuite, elle remet un message pour dire encore une fois qu'elle n'est pas en compagnie de Jonathan, mais dans le même message, elle le défend en disant que les vrais prédateurs, ce sont ceux qui s'en prennent à des enfants de moins de 12 ans. Donc en sous-entendant qu'être en couple avec une fille de 16-17 ans, eh bien c'est quelque chose de tout à fait normal. Un peu plus tard dans la journée, elle publie des photos et des vidéos sur lesquelles on la voit en compagnie d'un autre homme plus âgé, donc un homme qui n'est pas Jonathan, qui s'appelle Michael. Et sur ces photos et vidéos, elle se trouve dans un bar de Canton avec cet homme. Alors forcément, les policiers vérifient, ils retrouvent l'homme en question et celui-ci leur affirme que ces images ont été prises il y a longtemps. Pendant ce temps, au Mexique, c'est la galère totale pour Jonathan et Caitlin puisqu'ils n'ont pas d'argent. Voilà, je vous rappelle que Caitlin est mineure, Jonathan est sans emploi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'après le meurtre, ils ont volé la carte bancaire de Nicole. Ils ont vidé son compte en banque, mais ils ont déjà tout claqué. Donc ils se retrouvent à devoir survivre comme ils le peuvent, notamment en vendant des objets et surtout en vendant des bijoux appartenant à Nicole qu'ils ont également volés. La police mexicaine qui les croise est intriguée par ce duo. Ils décident de les contrôler et ils les arrêtent. Pour plusieurs raisons. Ils les arrêtent déjà parce qu'ils trouvent du cannabis dans leur voiture, mais également parce qu'ils constatent que Caitlin est mineure et qu'elle n'est pas en compagnie de son représentant légal. D'ailleurs, vraiment c'est quelque chose qui me choque dans cette affaire. Ils ont réussi à passer la frontière. Alors apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est très facile de quitter les États-Unis, plus difficile d'y entrer. Mais là, on parle quand même d'une mineure qui est en compagnie d'un adulte. Ils sont tous les deux recherchés par la police. Caitlin, parce qu'elle est fugueuse, qu'elle est mineure, qu'elle est potentiellement en danger, et Jonathan, parce qu'il ne s'est pas rendu au tribunal et qu'il a été condamné à 3 ans de prison d'ailleurs pour détournement de mineurs. Donc lui est potentiellement dangereux. Il se trouve en compagnie d'une mineure avec qui il n'a pas le droit d'être en contact, et arrivé à la frontière, dans une voiture d'ailleurs qui ne leur appartient pas, eh bien la personne qui les a contrôlés a dit « Pas de souci, bon voyage, amusez-vous bien ». Cependant, après leur arrestation au Mexique, eh bien ils sont renvoyés aux États-Unis et les policiers américains prennent le relais.
Lors de son interrogatoire, Caitlin commence par tout nier. Elle est hyper détendue, nonchalante. Elle explique qu'elle ne comprend pas du tout ce qu'on lui reproche. Le Mexique, elle y était en vacances. Le SMS suspect envoyé à son éducateur, oh bah ça c'est son ex qui passe son temps à hacker son téléphone. D'ailleurs, il travaille sur le dark web, c'est quelqu'un de dangereux. Il sait tout faire avec son ordinateur et son téléphone, c'est pas de sa faute. Et puis Nicole, eh bien c'était une femme super. Elle l'aimait beaucoup, elle lui a jamais rien fait de mal. Et elle est vraiment désolée d'apprendre qu'il lui est arrivé malheur. D'ailleurs, Nicole, c'était quelqu'un de tellement gentil qu'elle leur a gentiment prêté sa voiture, sa carte bancaire et ses bijoux en leur disant qu'ils pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient avec, le cœur sur la main. His mom is like a cool type of mom. Like she likes to play card games, go on her walks, you know. When we were trying to, take her to Mexico, she didn't want to come because she was talking about her Superman boyfriend. And I was like, she said that she was apparently dating Superman. I was like, oh, okay. I'm not going to stop you there. Bon, au bout d'un moment, Caitlin cède sous la pression des enquêteurs et elle parle. Elle explique que c'est elle qui a tout fait, puisqu'après avoir donné l'ultimatum à Jonathan, eh bien, il lui a dit qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit, qu'il aimait sa mère, qu'il ne se voyait pas lui faire du mal, donc Caitlin a décidé de prendre les choses en main. Elle explique aux enquêteurs comment elle a étranglé sa belle-mère avant de lui mettre des gros coups de pierre sur la tête, et elle dit que Jonathan l'a rejoint ensuite pour l'aider à nettoyer la scène de crime, mais que Jonathan était hyper mal, qu'il a vomi, qu'il était vraiment choqué, qu'il était dévasté par la mort de sa mère et qu'il a passé tout le trajet vers le Mexique à être mal pendant qu'elle essayait un petit peu de lui remonter le moral. Caitlin explique qu'elle n'aimait pas Nicole parce qu'elle la trouvait trop proche de son fils Jonathan. Elle décrit leur relation comme quasiment incestueuse. Elle dit clairement qu'elle trouvait Nicole trop tactile avec son fils et qu'elle la mettait très mal à l'aise puisqu'elle posait des questions intrusives sur leur rapport sexuel. Elle dit que Nicole voulait trop se mêler de leur relation, qu'elle était envahissante alors qu'elle était quasiment majeure. Mais la révélation la plus choquante de cet interrogatoire, c'est quand Caitlin avoue aux policiers qu'elle a commis un autre meurtre dans l'état de l'Arkansas. Elle explique qu'elle a tiré sur une femme au hasard qui se trouvait au bord de la route, tout simplement parce que, perdue pour perdue, autant commettre d'autres meurtres. Elle explique qu'elle avait une espèce de haine envers les êtres humains et qu'elle n'en avait plus rien à faire. I also killed another person in Arizona in a drive-by. I don't know who it was. Also committed 2 arsons in Arizona in the middle of nowhere. Don't know what that was either. I, loaded the gun and stuff and shot the person, and I left real fast, and then after that I washed off the residue of the gunpowder. Cependant, la victime n'a jamais été retrouvée, on ignore si c'est vrai. Peut-être que Caitlin a raconté ça tout simplement pour faire la maline. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était bien en possession d'une arme à feu. Elle avait un pistolet qu'elle avait volé à Nicole et les policiers ont retrouvé dans son téléphone une vidéo dans laquelle elle se filme avec ce pistolet dans son sac à main. Donc elle était bien armée quand elle a traversé les États-Unis. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment commis un autre meurtre ou pas ? À ce jour, on ne le sait toujours pas. Jonathan, de son côté, raconte à peu près la même chose que Caitlin aux enquêteurs. Il explique qu'il n'était pas du tout d'accord avec le fait que sa mère meure, qu'il était sorti fumer une cigarette et que quand il est rentré dans la maison, il a découvert l'horreur. Sa mère morte, du sang partout, et sa petite amie à côté du corps qui venait bien d'assassiner sa mère. Il explique, comme Caitlin avant lui, qu'il a été choqué, qu'il aimait profondément sa mère, et il l'aimait d'ailleurs tellement fort qu'il l'a enroulée dans une bâche avant de la jeter dans une benne à ordures, comme si ce n'était qu'un vulgaire déchet. Tous les deux sont quand même inculpés pour le meurtre, pour les vols et également pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Mais alors qu'ils sont en prison en attente de leur procès, il y a un gros retournement de situation. En effet, le personnel de leur prison intercepte des lettres ainsi que des appels qui ont été échangés entre les deux protagonistes.
Dans ses lettres et dans ses appels, Jonathan et Caitlin se disent à quel point ils s'aiment, mais ce n'est pas tout. Jonathan insiste lourdement auprès de Caitlin en lui disant qu'il faut absolument qu'elle continue à donner la même version des faits et à dire qu'elle a agi seule. Tout simplement parce qu'étant donné qu'elle est mineure, eh bien il est persuadé qu'elle aura une peine moins lourde. Donc autant qu'elle dise qu'il n'a rien fait de mal, comme ça, elle ne prendra quasiment rien et lui non plus. Bon, il y avait déjà de gros doutes sur la version des faits qu'ils avaient donnée à la police après leur arrestation, puisqu'il y avait des incohérences dans leur récit, et surtout dans le récit de Jonathan, puisque celui-ci a expliqué à la police qu'après les faits, il était couvert de sang, et que lui et Caitlin étaient donc allés prendre une douche ensemble pour se nettoyer. Or, je vous rappelle qu'il disait que quand le meurtre avait eu lieu, il se trouvait dans le jardin en train de fumer une cigarette. Donc va falloir m'expliquer comment le sang de Nicole a pu gicler depuis le frigo jusqu'au jardin. 1 an après son premier interrogatoire, Caitlin change de version. Elle donne un nouveau témoignage dans lequel elle explique que c'est plutôt Jonathan qui a commis le meurtre. Elle explique que Jonathan, après qu'elle lui ait donné l'ultimatum, est venu la voir une grosse pierre à la main en lui disant « ça y est, c'est bon, je vais le faire maintenant ». Caitlin explique avoir été choquée parce que cet ultimatum, c'était une plaisanterie. Elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'il le fasse réellement. Or, elle a tout entendu. Elle a entendu Jonathan se rendre dans la cuisine. Elle a entendu les cris effroyables de Nicole, qui était en train de se faire assassiner froidement par son propre fils. Et puis, elle a entendu des bruits de gargouillis, du sang finalement dans lequel Nicole s'étouffait. Et au moment où elle a arrêté d'entendre du bruit, où la maison est devenue silencieuse, eh bien elle est sortie de la chambre, elle a rejoint Jonathan dans la cuisine et elle dit que quand elle est arrivée, Jonathan avait ses mains autour du cou de Nicole, il était en train de l'étrangler et il lui a dit « viens m'aider ». Et Caitlin explique qu'elle a accepté de venir l'aider parce qu'à ses yeux, le fait d'achever Nicole ensemble allait renforcer les liens de leur amour. Au tribunal, Caitlin et Jonathan plaident tous les deux no contest. Alors no contest, ça veut dire je ne conteste pas ce qui m'est reproché, mais je refuse d'admettre que je l'ai fait. Donc en gros, les personnes qui plaident no contest sont jugées comme si elles avaient plaidé coupables, mais sans se dire clairement coupables. Jonathan au tribunal n'a pas du tout donné d'explication, parce qu'on a compris que Caitlin vraisemblablement pensait que la mère de Jonathan était finalement un frein à sa relation avec Jonathan, mais Jonathan, lui, il n'a clairement pas de mobile, il aurait pu, comme je l'ai dit, partir ailleurs avec Caitlin, il aurait pu prendre un appartement, il aurait pu essayer de se débrouiller pour s'en sortir autrement. Il était adulte à ce moment-là et il était censé aimer sa mère. Elle lui servait, je veux dire, c'était quelqu'un qui s'occupait de lui, qui lui donnait de l'argent, qui l'accueillait chez elle. Sans sa mère, il n'avait rien, donc finalement, pourquoi l'avoir tué ? Eh bien, Jonathan n'a jamais donné d'explication. L'avocat de Jonathan a dit qu'il avait essayé de savoir, mais que Jonathan, c'était quelqu'un de discret, de très peu bavard, et qui n'avait jamais réussi à expliquer son geste. Donc son avocat, finalement, a essayé de le défendre en expliquant qu'avant de rencontrer Caitlin, eh bien, il avait une vie plus ou moins normale, il avait même été marié, il avait des enfants, finalement, il essaye de sous-entendre que Caitlin a eu une très mauvaise influence sur lui et que c'est elle la plus grosse coupable dans cette affaire. Mais finalement, ils ont pris la même peine exactement. Caitlin a été jugée comme une adulte, elle n'a pas été jugée comme une mineure et ils ont tous les deux pris une peine de prison à vie avec une période de sûreté de 25 ans. Le frère de Nicole, Robert, s'est exprimé au tribunal en son nom mais aussi en celui de leurs parents. Et Robert a expliqué à quel point la mort de Nicole avait impacté leur vie. Il a expliqué à quel point Nicole était quelqu'un de formidable, à quel point il l'aimait. Finalement, quand je vous l'ai décrite en début de vidéo, ce sont les mots de Robert. C'est lui qui l'a décrite en ces termes. Il aimait profondément sa sœur. Et il explique qu'en fait, en plus d'avoir dû faire leur deuil, en plus du chagrin immense qu'ils ont ressenti, finalement comme pour n'importe quel décès, ils ont dû également encaisser la façon dont ça s'est passé et surtout qui était le coupable ? Jonathan, son neveu. Il aimait Jonathan, il avait confiance en lui, il n'imaginait pas une seule seconde que Jonathan serait capable de faire une chose pareille. Et en fait, ils ont été donc choqués d'apprendre ça, mais en plus, Jonathan
n'a pas donné d'explication, ne s'est pas excusé, n'a pas présenté de remords, rien du tout. Il s'attendait à ce que Jonathan les appelle, à ce que Jonathan s'explique, s'excuse, enfin quelque chose, mais rien du tout. Robert explique également lors du procès en vouloir énormément à la police, puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas fait assez pour retrouver le corps de sa sœur. En effet, le corps de Nicole n'a jamais été retrouvé. En fait, quand Jonathan et Caitlin l'ont déposé dans la benne à ordures, eh bien, les éboueurs sont passés le lendemain. Tout a été déversé dans une décharge. Or, au moment où les policiers sont intervenus, eh bien, ça faisait déjà 2 semaines que le corps de Nicole se trouvait dans cette décharge. Donc je n'ai pas la version des policiers, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tenté comme ça de récupérer le corps de Nicole. Peut-être qu'il avait déjà été incinéré, puisque les déchets sont incinérés. Donc peut-être qu'ils ont considéré que ça ne valait pas la peine. Peut-être aussi que c'était beaucoup trop long et coûteux, qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ces recherches-là. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut admettre que les choses n'ont pas été faites correctement, puisqu'ils ont menti. Ils ont dit à la famille et ils ont dit en conférence de presse qu'ils étaient en train de rechercher le corps de Nicole activement, alors que c'était faux. Ils n'ont rien fait pour le retrouver. Donc ça a été très 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 dur à encaisser pour la famille de Nicole, puisque bien sûr, eux, pendant ce temps, ils étaient dans l'attente. Ils attendaient qu'on les appelle pour leur dire « voilà, on a retrouvé le corps », alors que pendant ce temps, les policiers étaient en train de faire toute autre chose et qu'ils n'en avaient plus rien à faire. Robert dit même que cet épisode lui a fait perdre toute confiance en la police. À la base, il n'avait rien contre les policiers, il avait même de la sympathie pour eux, du respect. Or, maintenant, il n'a plus du tout confiance en eux, à tel point qu'il a un sentiment d'insécurité constant. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.